ссориться с Россией, которая у нас тут в Сирии. Огромная страна с военными базами, раз. Два. 36 раз при Зеленском только Украина голосовала против Израиля в ООН. Ее герои — это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев. Это Шухевич, это эсэсовец, это Бендера, это Стецько, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить, Ярослав Стецько. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев. Каждый год в Киеве шел парад СС дивизии Галичина, и наш МИД протестовал против этого. Это мрази. Это неонацистский режим. Я вас попрошу высказываться немного более Я корректно. говорю так, у меня убита половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины, им ставят памятники, улицы называют их. И это не российская пропаганда, а это слова израильского МИДа. Мы много раз говорили, наш посол в Киеве говорил, Бендера не герой, а преступник. В Яд Вашеме, можете посмотреть, написано, нацистский коллаборационист и преступник. Украине нужно раскаять. Да, режим. В Ютьюбе введите. Бендера но фашист. Мы не о прошлом говорим. Мы говорим о настоящем. Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с огромной страной, военные базы которой находятся в Сирии, и которая может по мгновению вот так вот пальцев настроить против нас. И Хизбаллу, и Сирию, и Иорданию, и многих других арабов, и сектор Газа. Elle me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je dis ben écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système. Il faudrait acheter les sondages et pendant 3 mois quoi. Même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jamie Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jamie a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après. Et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc. 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. C'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça. C'est les sondages. L'objectif recherché, c'est de bien démontrer la responsabilité du laboratoire Pfizer dans la survenance de toutes ces polypathologies. Le paradoxe, c'est que demain, je vais plaider contre une avocate qui est payée par la société Pfizer et les frais d'avocat sont également pris en charge par l'État français et donc par le contribuable. Pfizer a obtenu des États européens et notamment de la France de porter au contrat une clause, on va dire, d'irresponsabilité financière au terme de laquelle la société se verra indemnisée par l'État français des sommes qu'elle aurait à verser, par exemple, pour faire reconnaître le préjudice d'Héloïse. Alors quand bien même c'est pot de fer contre pot de terre, on ira jusqu'au bout pour tenter d'établir ce lien de causalité entre les pathologies et le lien avec la vaccination. Je sais que ce sera un long combat pour qu'il y ait une première reconnaissance judiciaire et je pense que ça ouvrira une voie d'espoir pour les victimes des fins désirables liées à la vaccination de la Covid-19. Sarah Raoult, merci d'avoir été avec nous sur BFM TV. Oui, alors, entretien que nous avions réalisé dans l'après-midi avec Olivier, suite à cette... On remercie d'ailleurs Alexis Plouyette, notre correspondant de Marseille, pour cet entretien. Suite à cette interview, enregistré quelques précisions sur la vaccination, et ça vient du service santé de BFM TV, par rapport aux propos tenus par le professeur. En France, la vaccination des enfants est possible à partir de 5 ans. La vaccination des femmes enceintes est bien recommandée par les autorités de santé. En France, l'Agence du médicament rappelle aussi que les femmes enceintes ayant contracté le Covid ont plus de risques de développer une forme grave de la maladie. Une deuxième dose de rappel, du coup, est également recommandée à la suite de l'avis de la Haute Autorité de Santé. Enfin, on précise que les autorités britanniques continuent de conseiller la vaccination aux femmes enceintes. Voilà pour cette petite mise au point.
Urobo mena. Urobo mena, mena, mena. Urobo mena. Urobo mena, hey. Koko gbare. Urobo 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 That's where I'm from. Koko gbare. Urobo Je veux dire, on sait tous que tel médecin a perçu 55 000 euros de tel laboratoire, tel médecin 25 000 euros, donc il n'y a rien de caché. Par contre, ce qui m'intéresse moi davantage, c'est la partie cachée. La partie cachée, moi, c'est ce que j'appelle le festival off. Oui, alors c'est quoi la Le partie festival cachée off, c'est quand vous allez, quand vous êtes dans un ministère, que vous avez des fonctions sur la santé, et que vous allez recevoir à table tel ou tel laboratoire et qui va vous arranger pour telle ou telle partie de telle élection. Ça existe. D'accord, des décisions à Bruxelles, dans les couloirs, toujours en festival off, avec une certaine, comment dire, pour monnayer la mise sur le marché d'un médicament. Ça existe. Et ça n'apparaît pas. Ça, c'est ça le vrai pouvoir de lobbying des labos. Il est politique et il est économique. Vous regardez la paille, et la poutre, elle est là-bas. Hein. La poutre, elle est dans le financement des campagnes électorales et dans ces choses-là, quoi. C'est là qu'elle est, quoi. Exactement comme pour les mutuelles, quoi. C'est là le truc qu'il faut regarder. Donc, docteur Jérôme Marty, je vais vous poser cette question très clairement. Est-ce qu'en vérité, pour vous, les conflits d'intérêts, il faudrait les regarder du côté de l'exécutif? Est-ce que ça il faut les regarder partout. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut interdire le lobbying. Et vous avez des professions qui sont lobbyistes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis lobbyiste. Ah bon, mais pour qui? Ben, je suis lobbyiste pour telle entreprise. Ça devrait pas exister. Aujourd'hui, on a un conseiller de Zelensky, enfin aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, un conseiller de Zelensky a tweeté, en substance, il a dit à Josué, il a dit, nous avons déclenché la guerre en Ukraine, ça il l'a dit textuellement, nous avons déclenché la guerre en Ukraine, et c'est donc pas maintenant qu'on va s'arrêter. Mais comment il peut dire nous avons déclenché, puisque tout le truc, c'est les Russes qui sont rentrés quand même. C'est les Russes qui sont entrés, mais je vous rappelle, j'étais déjà venu sur ce plateau pour vous expliquer, suite à une provocation en réalité, il y avait cette idée qui a été confirmée depuis. J'entends aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est bien rendu compte que à partir du 16 février, les Ukrainiens ont fait en sorte... mobilisés pour attaquer le Donbass. Voilà. Pour attaquer au Donbass. Et l'idée, c'était... Alors, le problème était le suivant. En fait, les Ukrainiens ne pensaient pas devoir se battre aussi longtemps. Ils pensaient, parce que c'est ça qu'on leur avait présenté, je pense que là, Zelensky a été trompé par les Occidentaux, mais surtout par les Américains, qui lui ont promis que les sanctions, et le phénomène est décrit par ailleurs, donc c'est pas moi qui l'invente, la masse de sanctions qui devait s'abattre sur la Russie devait conduire à son effondrement presque immédiat. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Bruno Le Maire sur Europe 1. C'est l'idée. Et donc, les Ukrainiens, on leur a dit, voilà, vous provoquez la Russie vous attaque, ce qui nous donne les raisons pour asséner un déluge de sanctions sur le pays. Qui vont les mettre... Et puis qui vont les mettre à plat. Et la victoire, on devrait dire, on n'a pas cherché la victoire de l'Ukraine, mais la défaite de la Russie. Et le changement de régime, Poutine renversé, et le changement de etc. Poutine, exactement. C'est exactement, c'est ça le but. Les sanctions, et ça c'est le livre de Nephew est très très clair là-dessus. Et de nouveau, c'était le conseiller. Aujourd'hui, il est toujours dans l'administration Biden, mais sous Obama, il était responsable des sanctions. Et il a décrit le mécanisme, il a dit le but des sanctions, c'est en fait de créer une insatisfaction dans la population, de façon à la pousser à se révolter contre ses dirigeants. J'aimerais vous faire prendre la mesure de la superposition des possibles qui existent encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'avenir est incertain. Mais quelques autres personnes, puissantes, riches, ont déjà dessiné pour nous quelle serait la santé de demain. Et la santé de demain, comme l'a dit Eric, c'est une santé où il n'y a pas d'humain, où on se débarrasse enfin des scories de l'erreur humaine, où on fait un système industriel de production et de consommation de biens et services de soins, optimisé, évalué, rationalisé et rentable. Chaque année, il y a une réunion à Chamonix qui s'appelle le CHAM. Le CHAM, le sous-titre est Inventing the Future of the Healthcare System. C'est presque comme nous. Mais vous imaginez que les calicots sont un peu moins artisanaux, qu'il y a un peu moins de colombes, un peu moins de cœurs, et surtout pas d'humains. Et donc vous avez le patron de BlackRock, le patron de Vanguard, le ministre de l'économie,
pour le Future of the Healthcare System, le président de la République, Emmanuel maintenant, notre grand chef à tous, et puis quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de Saint-Antoine. Et puis les majors de la data, beaucoup plus que les majors du médicament. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien sûr, il y a le patron de Pfizer, mais il y a surtout le patron d'Amazon, de Google, de Facebook, de Microsoft. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils se disent, le futur du système de santé, ce sera la e-santé. Et vous avez un bon article dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, que vous pouvez lire, qui est sur les investisseurs de la e-santé. Et vous voyez retrouvez les Bernard Arnault, les Laurent Alexandre, les milliardaires et millionnaires dont on a l'habitude, qui sont nos capitaines d'industrie français, qui investissent massivement dans la e-santé. Mais c'est quoi la e-santé? C'est la smart santé. La smart santé, pour vous donner un exemple, je discute avec une infirmière de Grenoble il y a quelques semaines, qui me dit mon métier a changé. Désormais, je suis en pratique avancée. Je gagne un salaire qui a été multiplié par 1,2 à peu près. Je gagne un petit peu plus d'argent. Et j'ai une valise à 30 000 € dans laquelle il y a des objets connectés. Un ECG connecté, un tensiomètre connecté, un pupillomètre connecté, une webcam. Et moi, mon métier maintenant, c'est de connecter les patients. Et puis, il y a un médecin dans une tour à Grenoble qui regarde des écrans et qui sort une prescription. Et c'est ça la solution des gens du CHAM à Chamonix pour répondre aux déserts médicaux, pour répondre aux besoins de santé, pour enfin faire une santé propre. Mais c'est une santé où il n'y a plus de rencontres, où il n'y a plus d'humains. Et c'est l'errance, c'est ça qu'il y a dans la tête de nos dirigeants et de nos puissants, c'est l'idée que tout devrait être parfait. Et pour que ce soit parfait, il faut plus jamais qu'il y ait de rencontres. Alors vous avez cette réunion au CHAM, mais vous avez quelqu'un qui a influencé toute la politique européenne et la politique américaine et l'Occident dans son ensemble, qui s'appelle Clayton Christensen. Et Clayton Christensen, en 2010, fait une prescription pour les systèmes de santé. Et c'est qui ce type? C'est celui qui a inventé le concept de disruption. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et il est professeur à la Harvard Business School, pas la Harvard Health School, pas la Harvard Medicine School, la Harvard Business School. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous valorisez à la gravité des maladies. Vous avez des vieux qui se traînent, des gens avec des maladies rares, des maladies orphelines, des enfants avec des... arrêtez. Vous perdez du pognon. Ça marche pas votre truc. Vous êtes dans un double effet de ciseaux. Vous avez de moins en moins d'argent. Vous avez de plus en plus de gens âgés et malades. Stop. On arrête ce système. Et à l'américaine, il va donner 4 recommandations. Les Américains, c'est toujours très simple, très facile à retenir, et ça paraît d'extrêmement bon sens, quand on ne creuse pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez garder quelques services de médecine interne à l'hôpital et de réanimation, mais très peu. Vous allez effondrer l'hôpital. Et surtout, vous allez effondrer l'hôpital public. Vous allez garder quelques-uns de ces services pour faire semblant, et vous allez les appeler des magasins de solutions. Bon, c'est un businessman, ils vendent des trucs, donc c'est un magasin de solutions. Puis ensuite, vous allez mettre en place des chaînes à haute valeur ajoutée. Une chaîne à haute valeur ajoutée, ce serait de dire, on va laisser le privé investir massivement dans des filières zéro défaut de prise en charge technique d'une maladie. Je vous donne un exemple. On prend quelqu'un qui a mal au genou, parce qu'il a de l'arthrose, il va passer un questionnaire, un e-questionnaire. Il va ensuite passer une IRM, une e-IRM, dont les résultats sont colligés et processés par un algorithme de processing de big data. Questionnaire, IRM, processing par un algorithme d'intelligence artificielle de big data, qui répond rouge, orange, vert. Pourquoi? Pour avoir une prothèse de genou, un nouveau genou. Rouge, orange, vert, c'est McKinsey, quoi. Hein. Le monde est simple. C'est toujours feu rouge, feu orange, feu vert. Feu vert, on vous change le genou. Mais ça tombe bien parce que, en plus, la clinique est possédée par celui qui fabrique les prothèses de genou. Donc c'est quand même souvent vert. Et puis ensuite, vous passez dans les mains d'un technicien d'anesthésie, d'un technicien de chirurgie. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait avec un chirurgien et un anesthésiste? Prenez un gars lambda dans la rue, vous lui faites faire 300 fois sur simulateur, sur cadavre, puis sur les gens, et puis à la fin même vous le remplacez par un robot, parce que c'est mieux. Et là, vous sortez avec un nouveau genou, vous remarchez. Ah, super output pour Clayton Christensen. Vous êtes dans la haute valeur ajoutée. Et c'est là-dedans qu'il faudrait qu'on investisse massivement. Ah, ça paraît une très bonne idée, merci Clayton. Pour le reste, les maladies de système, les maladies de civilisation, l'hypertension, le diabète, l'obésité,
il n'y a plus besoin de médecin, il n'y a plus besoin d'hôpital. On va interconnecter les gens dans un WhatsApp de patients hypertendus. Vous allez faire un réseau social de patients hypertendus, géré par Pfizer. Et là, vous n'avez plus besoin de médecin, vous avez besoin d'un community manager. Et vous prenez un Michel Simès, charismatique, et puis vous le faites animer le réseau. Puis même mieux, vous lui faites faire de la recherche-action citoyenne. Parce qu'à un moment, il va dire « Qui veut essayer le nouvel antihypertenseur? Un seul médoc au lieu de 2. Moi, tout le monde sur WhatsApp. » Et là, vous cochez toutes les cases de la bien-pensance. On fait de la recherche citoyenne, participative et inclusive. Sauf que le réseau lui-même est administré par Pfizer. Alors ça, c'est la santé de demain. Et tout est prêt. Tout est déjà là. La seule chose à faire, c'est d'effondrer ceux qui restent de notre système de santé. Ah, mais le Covid est là pour ça. On a interdit aux médecins de prescrire. On a dit qu'ils étaient inutiles. Paracétamol, bonne chance, ça va, pas besoin d'un médecin. Hein. On a surchargé l'hôpital. On l'a mis dans le rouge. On a fait que les gens sont partis. On a suspendu un plan social à pas cher. On ne reprend pas les soignants suspendus, vous avez compris. C'est pas une affaire sanitaire, là. On est tous d'accord, c'est pas une question sanitaire si on reprend pas les soignants suspendus aujourd'hui. C'est une question politique. Parce que l'enjeu, c'est de détruire le système de santé. Il y a 5 ans, en commission médicale d'établissement, alors que je suis responsable de la mise en place de la protocolisation HAS, je suis président de la commission de gestion des risques et de protocolisation de mon hôpital, je dis à l'administration réunie devant moi et devant toute la commission médicale, je leur dis, pour les attaquer, si vous continuez comme ça, dans 5 ans, l'hôpital sera à vendre pour 1 euro symbolique à BlackRock. Personne n'a répondu. Et pourtant, c'était vraiment, l'enjeu était de les faire répondre, de les faire réagir. Et j'ai pas compris pourquoi sur le moment. J'ai dit, mais c'était pas clair ce que j'ai dit. Mais j'ai compris ensuite que c'était précisément leur mandat. Ils étaient là pour ça. Et ils le savent. Ils sont là pour démanteler l'hôpital public, démanteler la médecine générale, détruire le système de santé, dans une logique disruptive de destruction, recréation, pour mettre en place un système de e-santé.